Bonjour, donc avec cette vidéo, j'ai fait quelque chose d'un peu plus préparé que mes vidéos précédentes à propos de l'impôt universel. À quoi sert cette vidéo? Elle a une utilité. L'utilité, c'est de faire le point au 22 octobre 2024 sur le texte qui a, disons, essayé d'être passé à propos de l'impôt universel. Ce texte-là, en fait, il est important de l'analyser pour bien comprendre ce qu'il y a dedans et puis pour comprendre aussi les légendes qui ont été mises dans l'amendement, en fait, dans le commentaire de l'amendement qui va avec. Donc c'est vraiment très important. Pourquoi c'est très important de comprendre ça? Parce que rien ne dit que ce texte ne risque pas de passer dans quelques jours lors de la discussion du budget ou alors éventuellement début 2025 ou un peu plus tard, ou même dans un an, enfin dans 8 mois, à l'occasion des prochaines élections législatives. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a vu en séance qu'il y avait une majorité pour un texte qui est absolument ahurissant, qui est ni fait ni à faire, ni faut croire que les gens qui ont voté ça l'ont pas lu, enfin j'espère pour eux parce que sinon c'est grave. Mais on a très bien vu qu'il y avait d'un côté le NFP donc qui portait ce texte et de l'autre, eh bien on a vu que le représentant du Rassemblement national eh bien était pour ce texte, il l'a dit très clairement. Et donc il y a clairement une majorité. Donc c'est vraiment très important de comprendre ça parce que clairement, c'est le genre de choses qui peut être un package d'alliance ou d'accord, on va dire, entre ces deux blocs. Et bah, vous comprenez que à ce moment-là, ça s'appliquera. Donc, je ne suis pas fiscaliste. Cette vidéo est donc un divertissement présenté uniquement à titre de réflexion. Vous devez consulter un spécialiste, ce que je ne suis pas, pour les questions de fiscalité. Malgré le soin que j'ai pu mettre à trouver l'information, le sujet étant particulièrement complexe, il peut y avoir des erreurs ou des imprécisions. À vous de faire vos propres vérifications. Donc c'est un PowerPoint, c'est une présentation, c'est un truc sérieux, c'est un outil de travail, hein, c'est vraiment un outil de travail pour vous qui voulez aller un peu plus loin, comprendre, avoir des arguments pour pouvoir discuter là-dessus. Voilà. Donc on va aborder différents points, bon, assez nécessairement différents les uns des autres. Déjà pour commencer, première imprécision, erreur ou je sais pas quoi, combien de pays pratiquent l'impôt universel basé sur la nationalité? Alors, il n'y en a pas un, il y en a deux. C'est les USA et l'Érythrée. Et on va voir maintenant chaque cas particulier. Comment ça se passe pour les expats US? Eh bien, beaucoup voient leur compte en banque clôturé d'office. Qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils votent démocrate, républicain ou tout ce que vous voulez, quand ils vont à l'étranger, beaucoup se heurtent à ce problème. Quand vous ouvrez un compte en banque quelque part, vous êtes de nationalité française, vous n'avez jamais été aux États-Unis, on vous demande, vous avez une petite croix à cocher, est-ce que vous n'avez pas été né aux États-Unis, est-ce que vous n'êtes pas en lien avec les États-Unis? C'est à cause de ça, hein. C'est le fardeau que doivent porter les expats américains. Ils ont beaucoup de problèmes avec les institutions financières internationales, justement à cause de ça. Je veux dire, alors ça va être différents types d'institutions financières, hein. Ça peut être, je ne vais pas trop citer, mais ça peut être par exemple des banques, des supports d'investissement, etc. Voilà, ou des assurances, ça peut être ça, hein. Ensuite, il faut voir. Le mariage avec un non américain, non US, est un problème pour le conjoint. C'est-à-dire, si vous voulez, si un Américain veut se marier avec quelqu'un, eh ben, ça va être la croix et la bannière qui va être transmise quelque part à son conjoint. Donc, quelque part, eh ben, ça peut être une raison pour le conjoint de dire, bah, t'es bien gentil, mais finalement, je me marierai pas avec toi, ou tu changes de nationalité. Et tout ça sans compter la problématique du double fardeau administratif de déclaration, de vérification dans le pays d'accueil et aux États-Unis nécessairement. Et il y a d'autres points, mais que je n'ai pas listés là. L'Érythrée, donc ça on n'en parle jamais, je ne sais pas pourquoi les gens veuillent absolument... mais comment ça se passe pour les expats érythréens? Le pays
C'est pour ça qu'il est très intéressant, parce que si vous voulez, on passe, beaucoup de gens dans le débat public, c'est pour ça que je fais cette présentation, disent oui, on n'est pas comme les États-Unis, on n'a pas les puissances des États-Unis. Oui, mais voilà un pays qui est tout l'opposé. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Il a une armée qui est pratiquement inexistante, enfin, en tout cas en termes de matériel. C'est un pays qui est très très faible au niveau financier, évidemment. Mais il arrive à imposer une taxe de 2% à tous ses expatriés, et ce malgré différentes condamnations internationales. Souvent, le paiement est effectué à l'occasion d'une obligation de retour au pays. Par exemple, vous avez un proche qui est malade, vous êtes obligé d'y aller, etc. Et ben à ce moment-là, vous avez la taxe. Et voilà. Et vous avez d'autres besoins. Vous avez besoin d'un passeport, vous avez besoin de choses comme ça. Vous devez payer la taxe. C'est Même si vous rentrez pas au pays, vous devez payer la taxe. C'est un peu ça le problème. Donc si vous voulez, on a les deux extrêmes. On a un pays qui est extrêmement riche, le plus puissant du monde, les États-Unis, qui arrivent à imposer ça, et on a le pays le moins puissant du monde quelque part, et qui arrive aussi à imposer ça. Donc comment voulez-vous que la France, qui fait quand même encore partie des pays relativement puissants dans le monde, ne puisse pas imposer ça? Tous les expatriés qui ont été dans des coins un peu particuliers, j'ai vu ça dans les commentaires sur la chaîne, savent très bien que en tant que Français, vous avez quand même un traitement qui est un peu différent dans certains pays. Vous avez plus de choses à prouver, plus de papiers, plus d'obligations, juste par le fait que vous êtes Français, et que déjà, il y a déjà un peu quelque part l'ombre de la France qui plane sur vous. Et ça vous pose problème déjà dans vos relations. Alors imaginez avec ce même genre de loi. Voilà. Donc ça, j'espère que ne plus entendre d'erreurs sur cet aspect-là. Maintenant, on va étudier l'amendement français sur l'impôt universel, parce que on a raconté beaucoup de choses, on a parlé d'exit tax et des choses comme ça, c'est pas vrai. C'est un impôt universel, et on va voir tout de suite de quoi il retourne. Donc, j'ai un certain nombre de points qui sont listés, hein, il y en a 3 ou 4, que j'ai étudiés. Donc, sous réserve des conventions fiscales. Donc ça, c'est la première chose que vous voyez là. Et il faut relier ça en fait à les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d'un crédit d'impôt égal à l'impôt sur ces mêmes revenus qu'elles ont déjà acquittés dans leur pays de résidence. Donc là-dedans, il y a plein de choses intéressantes. Il y a les conventions fiscales, hein, parce qu'il y en a. Je vais vous montrer un exemple dans le slide suivant. On va faire un petit exemple. Évidemment, ça va varier en fonction de chaque personne, en fonction de chaque pays. Hein. Vraiment, ça va. Vous avez un cas particulier par français, hein, là, clairement. Donc les personnes soumises aux obligations bénéficient d'un crédit d'impôt égal à l'impôt sur ces mêmes revenus qu'elles ont déjà quittés dans leur pays de résidence. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que les mêmes revenus, ça veut dire que vous avez différents types de revenus. Et vous avez des revenus qui ont été prévus dans les conventions fiscales, et vous avez d'autres types de revenus qui n'ont pas nécessairement été prévus dans les conventions fiscales. Donc c'est important, ça, c'est un travail qui me paraît très difficile à faire sans un avocat fiscaliste. Donc, et ça, l'État va pas vous le payer. C'est-à-dire, les gens, voilà, ils vous mettent ça comme fardeau, mais après, débrouillez-vous. Hein. Euh, donc, euh, avec cet exemple, on va étudier ce qui se passe entre, par exemple, les Émirats Arabes Unis et puis la France. Alors je crois que, je sais pas, mais je pense que, je me trompe peut-être, hein, mais je crois que Dubaï euh, comment dire, comme il fait partie des Émirats Arabes Unis, probablement ça touche aussi Dubaï, c'est pour ça que je l'ai pris un peu comme exemple. Vérifier avec un avocat fiscaliste, encore une fois, je peux me tromper. Donc, mais voilà, on va prendre un exemple que je pense relativement simple. Donc, vous allez
aux Émirats Arabes Unis, vous êtes une profession libérale où on peut voir hein, d'ailleurs, ça comprend notamment, donc ça veut dire très important le mot notamment, c'est-à-dire que c'est pas limité à les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif, pédagogique. Bon, typiquement, si vous êtes un trader à Dubaï ou un youtubeur ou voilà ce genre de choses-là, vous êtes probablement ou un informaticien ou voilà architecte, ingénieur, vous êtes probablement dans ce cadre-là. Hein. Donc c'est assez simple en fait la convention. Hein. Les revenus qu'un résident d'un État tire d'une profession libérale ou autre activité de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans un autre État une base fixe, etc. Donc là c'est très clair. Hein. C'est les revenus tirés de professions libérales. Donc c'est ce qu'on a là en fait. Donc imaginons avec que le texte soit mis en place. Donc vous avez la déclaration. Alors attention, hein, on parle d'imposabilité. On ne parle pas de déclarabilité. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Hein. Donc ça veut dire que vous devriez déclarer tous vos revenus. Hein, donc revenus d'indépendant et puis revenus X. Et puis là-dessus, vous auriez l'application du crédit d'impôt. Donc ça, ensuite, il faut voir comment ça s'applique, mais en tout cas, ça, ça serait là-dessus. Par contre, vous auriez... Alors, quand je dis revenu X, ça veut dire les revenus qui ne sont pas définis dans la convention. Hein. Il faut regarder de manière très précise dans la convention les revenus qui ne sont pas dedans. Hein, parce que généralement, vous avez les revenus du salaire, du travail, vous avez les revenus du capital, revenus du patrimoine, mais il peut y avoir d'autres types de revenus en fait qui sont pas là-dedans. Hein. Donc ça, je sais pas, par exemple, je suis pas persuadé par exemple que les droits d'auteur rentrent dans cette catégorie-là. Vous voyez, par exemple, hein, il faudrait vérifier, mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose dans ce genre-là. Donc à ce moment-là, vous seriez, eh bien, a priori, je dirais pas imposable en France dû à la convention, à la convention entre l'EAU et la France. Hein. Par contre, euh, pour les revenus X, eh ben là, vous seriez imposable en France. Voilà. C'est ma vision des choses. Encore une fois, je peux me tromper, c'est un exemple, mais j'ai essayé de trouver un cas un peu particulier pour montrer un peu les choses spéciales qu'il peut y avoir. Alors, l'autre point qui est, à mon avis, important, ça je l'ai vu noté nulle part, mais on a bien affaire à un impôt universel. Hein. Il y a des gens qui disent nous on a voté une exit tax, mais c'est pas vrai du tout. C'est pas une exit tax puisque ce sont les personnes de nationalité française. Donc c'est clairement un impôt sur la nationalité française. D'ailleurs c'est bien ce que disait la personne du Rassemblement national. Hein. C'est un impôt sur la nationalité française. Point barre. Mais ce qui est intéressant, c'est le cas des binationaux ou des gens qui ont d'autres nationalités. Et ça, c'est un truc qui m'avait marqué parce que je me rappelais effectivement, un Français binational ne peut pas faire prévaloir sa nationalité française lorsqu'il réside sur le territoire de l'État dont il a aussi la nationalité. Voilà. Donc imaginez, hein, je sais pas, vous êtes par exemple binational français-espagnol, et bien quand vous êtes en Espagne, vous ne pouvez pas prévaloir de la nationalité française. Voilà. Il est alors généralement considéré par cet État comme son ressortissant exclusif, donc en l'occurrence par exemple espagnol. Il ne peut donc pas bénéficier de la protection diplomatique de la France. Donc moi à mon avis, quand la personne réside dans l'État, je pense que la question, elle se pose.
Alors là encore une fois, il faudrait regarder les spécialistes de la fiscalité, etc. Mais il y a clairement une problématique sur la nationalité dans cet amendement. Et on va le voir par la suite parce que je vais compléter le dossier en fait avec parce qu'il y a des pays qui ont été cités en exemple dans l'amendement et on va voir enfin dans le commentaire de l'amendement pour être plus précis et on va voir ce qu'il en est de la nationalité. Alors le troisième point, il s'agit de la durée. Alors la durée, c'est vraiment pas clair du tout, hein. J'ai vu différentes versions sur différentes chaînes YouTube. Moi, je vais essayer de rester sur un truc simple en balayant vraiment ce qui a été écrit. Donc, imaginons que la loi, par exemple, elle s'applique au 1er janvier 2025. Si quelqu'un part de France, hein, le 1er janvier 2025 vers un État tel que c'est indiqué là, fiscalité inférieure à 50%, eh bien à ce moment-là, il est dans il tombe en fait dans cette catégorie-là. Hein, ça c'est le premier truc. Mais si on lit, c'est assez ambigu comme phrase, hein, donc je peux me tromper, c'est très ambigu. Donc si on lit les personnes de nationalité française ayant résidé au moins 3 ans en France sur les 10 années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État. Je suis désolé, mais sur les 10 années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État, il n'y a pas de date de départ ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, quelqu'un qui serait parti par exemple le 1er janvier 2020, hein, donc il y a à peu près 4-5 ans, vers un État avec une fiscalité inférieure à 50%, eh ben, il tombe aussi sous le coup de ce truc-là. Parce que ce sont les 10 années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État. Voilà. Donc si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Il y a d'autres interprétations de ce truc-là. N'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Ça peut être, voilà, ça peut être intéressant. Mais voilà mon interprétation sur le sujet. Alors, le quatrième point, il s'agit des types de revenus et de cette histoire donc en matière d'imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Donc pour moi, ce qui est notable, en fait, c'est de bien voir que on a ici un ou. Donc c'est le travail ou le capital ou le patrimoine. Par exemple, ça c'est vraiment très sympa pour les salariés en fait, hein. Vous allez dans un pays où l'imposition sur le revenu du capital est inférieure à 50%, le patrimoine par exemple inférieur à 50%, ou ça peut être seulement l'un des deux, hein, par exemple, et bien à ce moment-là, même si votre imposition sur le travail est supérieure aux fameux 50% qu'on a ici, hein, et ben à ce moment-là, vous tombez sous le coup de cet amendement, hein. Et donc, comme généralement dans ces pays-là, c'est plutôt des pays où le coût de la vie est un peu cher. Alors bonjour pour les salariés et les indépendants qui vont se retrouver dans ce cas-là, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un des soucis aussi. Donc là encore, hein, il y a peut-être autre chose à creuser. Il y a peut-être des niches ou des choses comme ça qui existent au niveau fiscal, mais voilà, ça c'est vraiment le quatrième point. Alors maintenant, on a vu que, je vous ai mis ici, hein, dans le commentaire de l'amendement, il y a marqué: contrairement à certains de nos voisins européens comme la Suède, la Finlande ou l'Allemagne, la France ne dispose toujours pas à ce jour de mécanismes spécifiques d'imposition limité étendu. Bon, on passera sur le limité étendu, hein, on vous donne de l'eau chaude qui va être froide, on vous donne de l'eau chaude qui est froide, ou alors voilà, la lumière elle est très sombre, enfin voilà, c'est un peu le niveau, quoi. Mais j'ai étudié la Suède, la Finlande et l'Allemagne, justement pour vous donner des arguments sur le sujet. Donc effectivement, en Suède, il y a une exit tax, hein. Donc la Suède a une exit tax de 10 ans.
Mais, quand même le mais. Donc déjà, c'est sur les gens qui sont les résidents en Suède. C'est-à-dire que c'est pas les gens de nationalité suédoise, ce sont sur les résidents. Donc ça touche tout le monde, hein. Et puis on peut voir que c'est le capital, les gains et les actions, les securities, tout ça, en fait, c'est tout le capital. Il n'y a rien de mentionné sur les salaires et ce genre de choses-là. Il n'y a rien à voir avec ça, hein. Donc, on parle même pas là de patrimoine, hein. Donc, il y a ça. Deuxièmement, ils évitent la double imposition avec le double tax treaties. Et puis, il y a une flat tax. Il y a une flat tax, en fait, sur les gains en capitaux de 30%. Donc, c'est assez clair, en fait. C'est vraiment... Déjà, c'est appliqué qu'à ce type de gains, en fait, hein, de revenus. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui est proposé dans l'amendement en France. Mais alors, rien du tout, quoi. Donc, tout est différent. La nationalité, ce qui est taxé, les pays, enfin, je veux dire, voilà, y a rien qui est pareil, hein. Donc, je me demande ce que ça vient faire ici, la Suède. Franchement, je vois pas. Ensuite, on va étudier la Finlande. Donc, la Finlande, vous avez, pareil, une disposition à propos du paiement de l'impôt. Et vous remarquerez que donc on a Finnish Tax Resident. Donc là encore, ce ne sont pas comment dire, les nationaux, mais ce sont les résidents. Par contre, il y a un truc sur les résidents et qu'il y a deux carrés que vous voyez là-dessus. Donc, vous avez les gens qui sont finnois, donc les Finnois, euh, ils, ils ont un délai de 3 ans, hein. Donc ils sont taxés sur leurs revenus et normalement ils sont taxés pendant 3 ans sur à la fois les revenus de sources finnoises et de sources étrangères. Mais, si il arrive à prouver que il n'a plus de lien proche avec la Finlande, donc c'est un peu le même principe de résidence qu'on a en France, hein, et ben à ce moment-là, euh, euh, vous n'avez plus la période de 3 ans, hein. Donc Finnish tax non-residency may already begin pendant la période de 3 ans si vous êtes capable de démontrer que vous n'avez plus de lien avec la Finlande. Voilà. Donc là, en fait, ça n'a rien à voir non plus avec, ce que propose l'amendement dont on parle. Et puis là, il y a à propos des étrangers, eh bien, eux, ils sont considérés directement comme n'étant plus résidents. Donc, en fait, on voit bien que ça n'a rien à voir, mais alors rien du tout, pareil, avec ce que propose l'amendement. Mais rien. L'Allemagne, l'Allemagne, qu'est-ce qu'il en est? Parce que finalement, il parle de l'Allemagne. Mais l'Allemagne, déjà, il y a une décision d'une cour de justice, ou je ne me rappelle plus quoi, mais ça, il faudrait que vous regardiez, hein, qui date de 4 avril 2024. Apparemment, les gens qui écrivent ces amendements, ils n'ont pas l'air de trop se tenir au courant. Je sais pas, ils n'ont pas de spécialistes en loi, quoi. Pour, pour des gens qui sont censés écrire la loi d'un pays, c'est quand même quelque chose d'un peu grave de ne pas avoir des gens qui savent rédiger des lois, quoi, je veux dire. Donc, no more immediate German exit tax taxation with Europe. Donc, à l'intérieur de l'Europe, voilà, il n'y a pas de taxation immédiate de l'exit tax, voilà. Et puis, si on regarde, en fait ce qui est taxé au titre de cette exit tax des Allemands, on s'aperçoit que it applies to capital gain. Donc ça s'applique en fait aux gains en capitaux, aux réserves cachées, des actions held as private assets, ce sont des actifs privés, donc les différentes types d'entreprises, hein. Et là encore, euh,
c'est ça n'a rien à voir avec les revenus du travail et avec le délire. Et en plus, bon, c'est pas sur la nationalité, c'est encore sur la résidence. Donc ça n'a rien à voir non plus, quoi. Je veux dire. Bon, je vais pas faire le détail du commentaire parce que finalement ça apporte pas grand-chose. Mais voilà, je pense que c'est important de bien montrer tous les points parce que j'imagine, enfin, j'imagine pas qu'on n'en reparle pas en fait. J'imagine qu'on va en reparler. Vous avez, j'espère avec ça, vous donner quand même des éléments déjà pour comprendre, des éléments pour argumenter du tac au tac. Si on vous dit ça, bah voilà, maintenant vous savez quoi répondre sur tel et tel sujet. Éventuellement, à partir de ça, vous pouvez toujours vous documenter pour en apprendre un peu plus. Vous pouvez éventuellement contacter un fiscaliste. Ça, je pense que c'est vraiment indispensable. Le problème, c'est que vous allez avoir... bon, déjà, il y a en termes généraux, hein, le problème, c'est que on dit souvent c'est pas constitutionnel, mais je pense on est tous un peu conscients que depuis la pandémie, en fait, le Conseil constitutionnel c'est bien malheureux, mais malheureusement, moi, comment dire, comment dire, voilà, je pense que c'est important d'avoir une opinion forgée sur la réflexion sur les trucs avec des spécialistes. Et je pense que c'est vraiment nécessaire parce qu'il n'y a personne qui le fera à notre place quelque part. Donc il faut vraiment euh, garder un œil sur ce problème. Il faut être vigilant sur ce texte parce que euh, franchement, on voit bien que dans l'hémicycle, si vous prenez donc le NFP et le RN qui s'est vraiment prononcé pour par la voix de son député, hein, je veux dire tout à fait officiellement au cours de la commission des finances quand il s'agissait de discuter du budget, bon, il y a clairement une majorité. Bon, le NFP, il a quand même un certain nombre de votants à l'étranger, même si c'est moins le cas de Français de l'étranger, même si c'est moins le cas du Rassemblement national. Et donc, voilà, c'est le genre de choses, il faut prendre conscience. Et surtout, je pense que il y a peut-être quelque chose que comprennent peut-être pas trop les gens du NFP, peut-être ils n'ont pas trop l'habitude des taxes et ce genre de choses-là, mais enfin, renseignez-vous, vous êtes français de l'étranger, vous vivez avec des Américains peut-être expatriés, posez-leur la question, demandez-leur comment ça se passe avec leur banque, comment ça se passe cette histoire de déclaration, dire voilà, n'oubliez pas quand vous votez aussi, bah, vous n'êtes pas en France, vous résidez à l'étranger, donc peut-être vos intérêts sont peut-être légèrement différents en fait des gens qui sont en métropole. C'est terrible à dire, mais je pense qu'à un moment donné, être considéré comme un bouc émissaire, euh, on peut être de n'importe quel parti. D'ailleurs, il y a aussi des gens du Rassemblement national qui sont à l'étranger. Hein, je veux dire, il y en a peut-être même beaucoup plus qu'on le pense, parce que peut-être c'est pas nécessairement des gens qui vont nécessairement voter. Mais à un moment donné, voilà, il faut bien se rendre compte quand même que les Français de l'étranger, ils ont quand même un problème avec leur représentation politique, quoi. Je veux dire, clairement, c'est pas normal qu'un amendement torché comme ça soit passé et ait été accepté en commission. C'est absolument pas normal, c'est indécent, c'est voilà, c'est vraiment indécent, c'est indigne. Et, et c'est pour ça qu'il faut avoir un œil dessus de manière permanente. Voilà, je vous remercie, soyez vigilants et je vous souhaite une bonne journée.